Salut l'équipe, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On se connaît au Blanc-Ménil avec Moussa Kébé. Oui, bonjour, c'est l'association Espoir Jeunes, quartier solidaire. BMF, Blue Magic Film. Beaucoup de gens qui sont seuls, qui aiment justement quand on leur rend visite juste pour discuter. Et donc nous également, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas grandi dans des conditions exceptionnelles. Moussa Kébé, merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Ah, de rien. Comment tu vas? Tout va très bien, et toi? Ça va très bien. Ça va? Merci à toi. Tu connais le concept de l'émission? Je connais. Est-ce que tu te souviens dans quel contexte on s'est connus? Je me souviens, ça date d'il y a très longtemps, hein, parce qu'on a grandi ensemble ici dans ce quartier. Évidemment, je me souviens de toi, des terrains de football, au parking, au stade, un petit peu partout. Et de tes débuts très prometteurs dans le foot. Je me doutais que tu allais dire ça. Donc aujourd'hui, c'est fort ce qu'on est en train de faire, parce que bon, pas mal de mes émissions, souvent c'est des sportifs, mais toi, tu n'es pas du tout dans ce créneau-là, et on va en parler. Donc moi, je suis très heureux de faire cette émission-là avec toi aujourd'hui. C'est très important. Merci. De montrer aux gens que dans les quartiers, il n'y a pas que le foot, enfin, il n'y a pas que le sport, pardon. D'accord? Il y a d'autres chemins pour arriver à ses fins, si on peut dire ça comme ça. Donc toi, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours scolaire, Oui. parce que c'est très important dans le processus de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'était quoi ton parcours? Alors moi j'étais au collège Descartes, juste à côté, au Blanc-Ménil, et au lycée Mozart, où j'ai eu un bac scientifique. Et après ça, j'ai fait une licence en sciences du vivant à l'université Paris 13, à Bobigny, où j'avais pris l'option physique-chimie. Et après cette licence-là, toujours dans la même université, j'ai fait un master qualité, sécurité, environnement. Et donc ça m'a permis d'avoir un bac plus 5, et j'ai continué une année supplémentaire où j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques et menaces NRBC. NRBC, ça veut dire nucléaire, radiologique, biologique, chimique. J'ai fait ça à l'école de chimie de Mulhouse. D'accord. Pourquoi la physique-chimie? Bonne question. Parce que ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien et j'avais quelques facilités, on va dire, un petit peu en physique-chimie. Donc j'ai poursuivi sans vraiment savoir où je voulais aller. D'accord. Mais ça t'a permis d'être prof après? Ça m'a permis d'être prof. Tu peux nous en parler? Comment Exactement. ça s'est fait? Eh ben, à ma dernière année, après l'école de chimie de Mulhouse, j'avais quelques options, on va dire, pour travailler. Je voulais également m'engager en tant que sapeur-pompier professionnel. On va en reparler après, ça, je pense. Et après, j'ai choisi l'éducation nationale. Il faut savoir une chose, c'est que avant tout ça, moi, j'ai été animateur, directeur de centres de vacances, centres de loisirs, en maison de quartier. Donc, j'avais cette proximité avec les jeunes que je voulais garder et ce côté transmission de savoir qui me plaisait bien. Donc, j'ai choisi l'éducation nationale. Donc, j'ai fait 6 ans au lycée Voileau, à Aulnay-sous-Bois. Pour détailler un peu, pour expliquer aux gens, quand tu es là, parce que voilà, tu es dans un quartier, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu arrives, si tu veux, à faire des longues études? Parce que souvent, les gens extérieurs, qui n'habitent pas dans le quartier, ils se disent que c'est quasiment impossible pour un jeune de quartier de faire des longues études. Donc toi, qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait? Tu vois, enfin, si tu peux nous en dire plus. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est normal? Il faut juste s'en donner les moyens? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier qui font de longues études. C'est juste qu'on n'en parle pas assez. Tu en parlais tout à l'heure, souvent on parle sport, la musique, c'est ce qu'on retient souvent des jeunes de quartier, mais pourtant il y en a beaucoup qui font donc de longues études. Et malheureusement, effectivement, on n'en parle pas assez. Donc oui, heureusement, il y a des jeunes de quartier, de banlieue qui font des études et qui réussissent. Et évidemment, c'est faisable si on s'en donne les moyens, tout simplement. Moi, mon parcours est le mien, mais il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup mieux. Ça, il faut le savoir, c'est important. À partir de quel âge, toi, tu commences à avoir cette passion, si on peut dire ça comme ça, de transmettre aux plus jeunes? Quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, on commençait déjà à faire des projets avec le service jeunesse, par exemple, ou la maison de quartier ici, au 212. Donc, tout de suite, ça a commencé à me plaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans encore. Donc, moi, je suis vraiment très content de ce parcours-là. Et je pense que
tout ce qu'on a pu faire, notre expérience personnelle, professionnelle, il faut redonner. C'est pour ça qu'on continue à faire ça, notamment avec l'association. Tu peux nous en parler de l'association? C'est quoi que vous faites exactement? Alors, l'association Espoir Jeune, basée ici, au Blanc-Mesnil, on a débuté dans les années 2010-2011 par faire de l'aide aux devoirs, tout simplement pour les jeunes du quartier. On était plusieurs étudiants justement et on se relayait un petit peu pour aider les plus jeunes que nous à faire leurs devoirs parce que beaucoup de parents ne pouvaient pas le faire ou avaient des difficultés, donc nous sollicitaient pour le faire. Donc c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit on va créer une association qu'on a nommée Espoir Jeune. Et après, au fil du temps, ça s'est développé. On a fait à la suite de ça des projets un petit peu plus pédagogiques avec des collèges, des lycées, sur différentes thématiques comme, je me souviens, on a commencé par ça, par l'environnement, les problématiques d'accès à l'eau en Afrique. Donc on a porté ces connaissances-là scientifiques aux jeunes sur les problématiques d'accès à l'eau, de potabilisation de l'eau, de traitement de l'eau. Et parallèlement à ça, il y avait un côté solidaire où donc notre premier projet, on a réussi à amener les jeunes au Sénégal pour se rendre compte de toutes ces problématiques-là. Donc ça, c'était un des projets phares qui nous a lancés. Et aujourd'hui, maintenant, il s'est passé beaucoup de temps et on a plusieurs volets. On a un volet solidaire et humanitaire. On a actuellement une épicerie solidaire dans le quartier. Également, on fait des distributions de colis alimentaires, des maraudes. On a un volet sport. Donc il y a des séances de sport qui se font dans le gymnase et à l'extérieur 2 à 3 fois par semaine. On a un volet éducation, toujours l'aide aux devoirs, le monitorat. On est toujours, donc ça fait plus de 10 ans dans cette thématique-là et on la poursuit parce que pour nous c'est la chose la plus importante. Et également une partie de loisirs. Donc très souvent, en tout cas pendant les vacances scolaires, on va mettre en place des semaines de vacances apprenantes par exemple où les jeunes vont pouvoir lier éducation, école en tout cas par exemple le matin où on va approfondir les notions scolaires avec eux et l'après-midi ils vont faire des sorties de loisirs. Et ça on essaie de le faire sur chacune des périodes des vacances scolaires. Moi déjà, tout ce que tu viens d'énumérer, je le vois beaucoup en vidéo. Et je tenais vraiment à vous féliciter pour tout ce que vous faites au quotidien. Parce que moi, je me rappelle plus jeune, il y avait déjà ce créneau-là qui commençait à s'ouvrir. Partir en vacances, faire ce genre d'activités. Et je trouve qu'avec vous, c'est beaucoup plus accessible. Enfin, ça vient directement aux jeunes. Donc comment vous avez fait pour faire ce travail-là en amont? Absolument rien n'est calculé, c'est-à-dire que dans notre association, on ne se prend vraiment pas du tout la tête. On le fait entre nous et pour nous, pour les jeunes. Donc ça se fait forcément en direct. On a de bonnes relations avec tous, avec les parents, avec les jeunes, avec nos partenaires, les maisons de quartier, etc. Les autres villes même. Et forcément, à partir du moment où on est vrai et on fait les choses de manière naturelle, ça va prendre beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et toujours dans ce sens-là, sans se prendre la tête, en étant sérieux, mais en restant quand même très accessible. C'est-à-dire que nous, il ne va pas y avoir d'horaire pour nous contacter, par exemple. Les règles qu'on va poser ne sont pas immuables. On va pouvoir s'adapter à tout type de situation. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien et on va continuer dans ce sens-là. Et en tout cas, beaucoup de personnes nous font confiance et on va essayer de continuer comme ça. Toujours dans la même lignée, si tu veux, vous faites beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai vu des enfants qui allaient au ski. Par rapport à Pape aussi, j'ai vu que vous êtes allé à Troyes. Il y a plein d'actions comme ça, je ne les ai pas toutes en tête, désolé. Mais je pense qu'il y a besoin de soutien. Sûrement du soutien financier, ou que ce soit de la logistique ou autre, de la ville. Donc comment vous êtes devenu légitime à tout ça? Comment vous avez crédibilisé le projet en fait? C'est avec le temps. C'est avec le temps, ça fait très longtemps. Au début, c'était très difficile. Et très souvent, les associations se créent de la sorte et se rendent compte que c'est difficile et elles ferment. Nous, on a persévéré, on a continué. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça et c'est ce qui nous a donné cette crédibilité-là, une expérience aussi dans la gestion de projet. Donc, en fonction des projets qu'on va avoir, on sait un petit peu
comment faire pour les mener à bien et pour avoir les bons partenaires. Solliciter les bons partenaires qui vont nous accompagner, notamment financièrement, pour qu'on puisse réaliser les projets. Effectivement, on fait beaucoup de choses pour les jeunes et même les moins jeunes, donc les voyages au ski comme on a pu voir, et les mamans du quartier qu'on a pu emmener à la montagne ou en Bretagne ou même voir les matchs de foot de Pape de l'Olympique de Marseille. Et il y en a d'autres qui arrivent et il y en avait d'autres également. Donc c'est tous ces projets-là sur lesquels nous on est sollicités, ou parfois on va solliciter des personnes pour les mettre en place. Et à force d'en faire, ça nous crédibilise encore plus. C'est-à-dire que quand on fait, eh ben, les gens voient, nos partenaires voient, et voient que c'est sérieux et que ça a servi. On a des bilans sur tout ce qu'on fait. Et donc forcément, ils vont avoir envie de nous aider encore plus. Donc en réalité, quand on fait ses preuves, quand on travaille, quand on est déterminé, ça fonctionne tout le temps. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis tout ce temps-là. Quand j'ai vu les mamans, quand je vois les mamans en sortie au ski et tout, ça me fait sourire tout seul. Ouais. Je trouve que c'est vraiment fort. Elles le méritent. Ah ouais, franchement, c'est penser à eux comme ça et les emmener toutes en plus, toutes à gauche, à droite, surtout au ski. Non, là, c'était marrant. Ah ouais, c'est fort. Félicitations à vous encore. Merci. Encore une fois. Donc là, on parle du domaine associatif. Toi, tu as dit que tu étais prof. Comment tu as fait pour allier les deux? Comme toute personne qui a une association, en tout cas très souvent, lorsqu'on a une association, on ne peut pas se permettre d'être que dans l'association parce que c'est pas ce qui nous fait vivre. Oui, bien sûr. Et donc moi, j'avais cet emploi-là, enseignant. Donc j'arrive à allier les deux tout simplement. J'étais pas seul, hein. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas seul dans l'association. Heureusement, on est plusieurs. On arrive à avoir une organisation, à se relayer et à faire en sorte que nos actions se fassent. Si j'étais seul, je n'aurais pas pu faire tout ça. C'est impossible. Et heureusement, on a une équipe très solide qui nous permet de faire tous ces projets-là. Donc en fait, c'est une organisation entre nous. En fonction de nos obligations professionnelles, on va se donner du temps, donc sur nos temps de repos, sur notre temps personnel, pour pouvoir faire tous ces projets-là. Donc c'est vraiment une organisation. Ça nous a pris un petit peu de temps pour trouver la bonne organisation, le bon rythme de croisière. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Donc là, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Deux pour le prix d'un. Déjà, est-ce que vous avez rencontré des grosses difficultés qui vous ont fait douter par rapport à la continuité de l'association, premièrement? Et deuxièmement, ça rejoint un peu la même question. Est-ce que vous avez encore d'autres objectifs, une autre étape à franchir pour atteindre des objectifs peut-être hyper élevés? Ou est-ce que vous êtes déjà... Parce que je trouve déjà que tout ce que vous faites, c'est très très fort. Donc est-ce que vous avez encore est-ce que vous allez encore nous surprendre? Ouais. Alors, des difficultés, évidemment, on en a eu. Hein. Et les principales difficultés sont financières. Comme beaucoup d'associations, pour vivre, pour mettre en place les projets qu'on souhaite créer, il faut de l'argent. Donc ça, c'est, on va dire, le nerf de la guerre. Lorsqu'on a de l'argent, tout est plus simple. Donc nous, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a créé, c'est avec des bouts de ficelle. On se débrouille. C'est vraiment la débrouille. Et vraiment, les grosses difficultés qu'on a pu avoir, ce sont vraiment des difficultés financières qui nous ont fait douter. À un moment, on se pose des questions, on se demande si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et par contre, c'est des doutes qui n'ont pas duré très longtemps. Parce qu'on sait pourquoi on fait ça. Donc même s'il n'y a pas forcément d'argent, on va le faire quand même avec nos moyens. Ça, on l'a fait pendant très très longtemps. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais pendant des années et des années, on a fait avec ce qu'on avait. Donc on faisait ce qu'on pouvait, tout simplement. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Et pour répondre à la deuxième question, on a d'autres ambitions. C'est de permettre à plus de personnes de profiter de nos dispositifs. Évidemment, aujourd'hui, on le fait sur la ville du Blanc-Ménil, sur d'autres villes dans notre département, mais on aimerait faire ça à une plus grande échelle. Parce que moi, personnellement, je suis persuadé que les actions qu'on mène sont positives et servent aux jeunes et même aux moins jeunes. Et pour certains, c'est déterminant dans leur vie personnelle, les actions qu'on va pouvoir mener.
Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment, en tout cas c'est notre objectif, qu'on puisse se développer un peu plus. Et pour ça, on en revient toujours au même problème, c'est un problème d'argent, des moyens financiers. D'accord. Mais on y travaille actuellement. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi le maximum de personnes est aussi fier de toi? Parce que tu suscites énormément de fierté. Je sais pas si tu arrives si c'est palpable pour toi, mais les gens sont fiers de toi. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment? Je sais pas. En tout cas, franchement, c'est vrai ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me le disent, qu'on fait des choses qui sont bien, qui sont positives. Moi également, je suis fier de beaucoup de personnes d'ici. Moi, Ça, il faut le savoir. Oui, mais là, je parle de toi personnellement. Est-ce que tu sais pourquoi les gens sont fiers de Moussa Kébé? Bah parce Je que ne parle pas forcément que de l'association. bah, peut-être pour les actions qu'on mène avec l'association et pour mes activités professionnelles également. Certainement, ça doit être ça. Voilà la transition que je cherchais. Tu peux nous en parler? Comment t'es venue l'idée d'être pompier? Quand j'étais en CP ou en CE1, ça c'est le dernier. Ah ouais? Ouais, T'avais déjà cette idée-là? J'avais déjà cette idée-là. Ah ouais. Quand je voyais les pompiers venir éteindre des feux de voiture devant chez moi, et ça je m'en souviens comme si c'était hier, je m'étais dit je vais être pompier. Je crois que j'étais en CP. Ah ouais, Depuis la CP, je voulais être pompier. Et Donc ça me trotte depuis très très longtemps. En réalité, j'ai toujours eu cette idée-là d'être sapeur-pompier, tout le temps. Et comment tu t'es dit, c'est bon, je me lance? À 18 ans, je suis entré sapeur-pompier volontaire à la caserne de Garges-les-Gonesse, dans le Tu peux Val nous d'Oise. expliquer ça consiste à quoi? Alors, D'être en fait, sapeur-pompier volontaire? être pompier volontaire, le volontariat, c'est ce qu'on appelle un engagement citoyen. C'est toutes les personnes qui sont étudiants ou qui ont un travail peuvent être sapeurs-pompiers volontaires, c'est-à-dire en parallèle de leur activité professionnelle. Et étant donné que moi j'étais étudiant, j'entrais à l'université, bah pour moi le meilleur moyen de toucher l'activité que je voulais faire, c'était d'être pompier volontaire. Donc je suis rentré à 18 ans à Garges. Mais là, je t'arrête 2 secondes. Tu dis, tu as fait bac plus 5, pardon. Bac plus 5, mais depuis le CP, tu voulais être pompier. Il n'y a pas de cohérence dans les deux. Si, Ah ouais? il y a une cohérence. Alors, en fait, après le bac, j'ai fait des études. D'accord. J'aurais pu entrer tout de suite sapeur-pompier, militaire ou professionnel, sans faire les études. Mais je voulais continuer mes études. Tout simplement parce que chez les pompiers, en tout cas professionnels, lorsqu'on a bac plus 5 par exemple, il y a possibilité de passer des concours d'officier, de capitaine pour être chef directement. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi mes études. Mais en parallèle, j'étais pompier volontaire. Donc pendant mes études, pendant 5 ans, 6 ans, j'allais à l'université à Bobigny. La journée, le soir, j'allais à la caserne. Ou le week-end, j'allais à la caserne. Quand j'avais pas cours, j'étais à la caserne en fait. Et j'allais en intervention. Et je faisais tout type d'intervention. Et j'ai même évolué de sapeur à caporal-chef en tant que sapeur-pompier volontaire. J'ai fait ça pendant presque 9 ans. Et comment tu as évolué? On t'a proposé cette promotion? Non, c'est des évolutions en naturel. interne. Ouais. D'accord. Et ensuite, quand tu es caporal-pompier, toi, tu te fixes encore un autre objectif? Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais donc sapeur, caporal-chef chez les pompiers. Donc, j'allais en intervention, j'éteignais des feux, je faisais du secours à la personne, toutes ces interventions-là. Et à la fin de mes études, j'entre à l'éducation nationale parce que je n'étais pas encore prêt pour passer ce concours. Parce que c'est pas un concours qui Donc là, est... excuse-moi, là, tu es toujours dans le volontariat? Toujours dans le volontariat. D'accord, ok. Donc, j'ai continué à être pompier volontaire même en étant enseignant. D'accord. Et j'ai été enseignant pendant 4-5 ans, même 6 ans, je dis n'importe quoi. Donc pendant tout ce temps-là, j'étais sapeur-pompier volontaire. Et à un moment, donc en 2019, c'était le bon moment pour moi de passer le concours d'officier, de sapeur-pompier, de capitaine. Et concours que j'ai eu. Donc à ce moment-là, j'arrête d'être pompier volontaire, j'arrête l'éducation nationale, je ne suis plus enseignant et je deviens sapeur-pompier professionnel officier. Donc là, on est en 2019. Donc là, tu touches à ton rêve de tout petit. Donc Enfin, là, ton ambition. oui. Voilà, mon ambition. Sachant que quand j'étais tout petit, attention, en CE1, mon ambition, c'était pas d'être officier, hein, je savais même pas ce que c'était.
c'est avec le temps que c'est arrivé ça. Moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était vraiment d'aller éteindre des feux. Et ça, je l'ai fait pendant presque 9 ans quand j'étais à Garges. D'accord. Donc après là, c'est encore une autre étape. Donc là, c'est vraiment une autre étape qui est importante parce que c'est le moment justement où je ne suis plus enseignant. Quand j'ai eu le concours, c'était au mois de juin. J'ai été recruté dans le département du Val d'Oise au mois d'août. Septembre, j'étais censé reprendre la rentrée au lycée Voilhomme, mais finalement, j'ai démissionné pour rentrer pompier professionnel et j'ai fait 1 an et demi à l'école des officiers de sapeurs-pompiers qui est à Aix-en-Provence. Donc toi, quand tu deviens pompier officiellement, Oui. ça devient ton métier. Tu as encore d'autres objectifs? Là, j'avais quand même atteint un objectif qui était important pour moi. Surtout que c'était un concours qui n'était pas si simple. Il y avait un écrit qui a duré 2 fois 4 heures, il y avait le sport et l'oral qui était le plus compliqué. Et pour réussir ce concours-là, en réalité, toutes les années précédentes m'ont permis justement de travailler sur ce concours. Et effectivement, c'était un objectif que j'avais atteint. Et à ce moment-là, moi, je ne me dis pas je vais faire autre chose tout de suite. Je me concentre, mon objectif, c'est de bien faire mon travail. Mon objectif, c'est de bien faire mon travail, c'est de bien m'intégrer et de montrer que ce n'était pas une erreur. Et surtout, en ma qualité d'officier, c'était de devenir chef de centre, donc chef d'une caserne. Moi, j'aimerais savoir justement, ça rejoint un peu ce que tu nous disais précédemment, comment on en vient à défiler à l'Élysée? Aux Champs-Élysées? Ouais. C'est pendant mon école, l'école des officiers, l'ENSOSP, c'est l'école des officiers de sapeurs-pompiers qui est à Aix-en-Provence. Chaque année, il y a une promotion de cette école-là qui défile sur les Champs-Élysées, 14 juillet. Et donc moi, c'était l'année 2020, c'était l'année du Covid en plus. C'était ma promotion, nous c'était la 100e promotion. La formation d'intégration de lieutenant numéro 100 qui s'appelait Charles de Gaulle. Et donc nous, on devait défiler cette année sur les Champs-Élysées. Et donc j'en ai fait partie et je faisais partie de la garde au drapeau. Tu peux nous expliquer c'est quoi exactement? La garde au drapeau, en fait, il y a la section qui défile. Et devant cette section-là, il y a ce qu'on appelle la garde au drapeau, composée de 6 personnes, dont une qui tient le drapeau. Et moi, j'étais derrière cette personne-là. Et c'est très symbolique. Moi, au début, je ne devais pas faire partie de cette garde au drapeau-là. Finalement, j'en ai fait partie. Et c'était un moment très important dans ma carrière. En tout cas, mon début de carrière. Moi, depuis tout petit, on m'a conditionné en me disant, enfin, dans tout ce qui est vidéo, quand on voit une personne sur le devant de la scène, c'est que cette personne-là est très, très, très importante. Non, mais là, c'était pas le cas. Ah ouais? Non. C'était pas le cas. J'étais pas plus important que les autres. Toutes les personnes qui représentaient l'ENSOSP ce jour-là étaient importantes. Chacun avait son rôle et il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre. D'accord, ok. Donc là, c'était pas le cas. Même si c'était un moment important pour nous, mais j'étais pas plus important. Il n'y en a pas un qui est moins important ou plus important que l'autre. Tout le monde logeait à la même enseigne, tout le monde pareil. Quand ta famille, elle te voit défiler comme ça à la télé, qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont contents. Ma famille, mes amis, tout le quartier. Je me souviens quand tu rentrais, parce qu'on a défilé le matin, quand tu rentrais l'après-midi, les gens m'avaient vu à la télé et tout. Tout le monde était content, partout. Et ça a duré plusieurs jours. T'as pas versé de larmes? Non. Non. D'accord, ok. Donc toi, ensuite, par la suite, qu'est-ce que tu fais quand tu as atteint tous ces galons-là, si on peut dire ça comme ça? Alors, une fois que je termine l'école des officiers, c'est une école donc, qui dure... Moi, en fait, étant donné que j'ai eu le concours de capitaine directement, j'ai fait d'abord une formation de lieutenant de 1 an. Lieutenant, c'est le grade qui est juste en dessous le grade de capitaine. J'ai fait ça pendant 1 an, c'est une formation d'intégration de lieutenant. Et j'ai continué encore quelques semaines sur une période de 6 mois pour l'adaptation au grade de capitaine. Et donc, à partir de ce moment-là, on est formé, on est prêt à aller en intervention en notre qualité de chef de groupe, comme on dit chez nous, ou chef de colonne. Et forcément, on doit également faire ses preuves, mais en tout cas, on est prêt à revenir travailler dans notre département, le mien, le Val d'Oise. Je suis recruté par le département du Val d'Oise. Et à ce moment-là,
j'intègre le CODIS, ce qu'on appelle. C'est le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Et en fait, le CODIS, c'est dans le département, quand on fait le 18, on tombe sur des pompiers au téléphone. Et beaucoup pensent que ces pompiers-là sont dans la caserne d'à côté, mais non, ils sont tous au même endroit. Pour le Val d'Oise, c'est à Neuville-sur-Oise. Et donc, c'est des opérateurs qui décrochent le téléphone, le 18, toute la journée, même 24 heures sur 24. Et qui vont, en fonction de la localisation de l'appel et de la situation, envoyer les pompiers qui seront le plus proches. D'accord. Et donc, il y a cette partie-là, et c'est également l'endroit où on va déclencher les secours sur tout le département, réguler les secours. Donc les pompiers, c'est nous qui avons l'œil sur tous les pompiers du département et faire la remontée d'informations à la préfecture, au centre opérationnel de zone. Et donc moi j'ai fait ça au début, j'étais officier soutien là-bas et ensuite je suis passé adjoint au chef du CODIS. D'accord. Donc j'ai fait ça quelques mois. Et maintenant? Et donc depuis le mois de septembre, je suis chef de centre, chef de la caserne de Gonesse. Félicitations. Merci. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'était un objectif. Quand j'étais officier, pour beaucoup d'officiers, l'objectif c'est d'être chef d'une caserne parce que, comme j'aime à le dire, quand j'étais petit, je voulais être pompier, je voulais rentrer dans les camions rouges et aujourd'hui j'ai la chance de commander une caserne où il y a plein de camions et plein de pompiers. Ça a dépassé mes espérances. C'est pour ça que je suis très content de ça. Et j'espère que ça va continuer. Mais c'est pas parce que j'ai atteint cet objectif-là que forcément c'est terminé. Maintenant, il faut que je travaille bien, que je fasse bien mon travail, les tâches qui m'ont été confiées, la confiance qui m'a été donnée, et que je fasse en sorte que ce centre de secours-là, que cette caserne-là évolue, s'améliore dans ses pratiques, et que ce soit une caserne où les pompiers qui sont présents soient contents de venir faire leur garde. Moussa, beaucoup de responsabilités du coup. Tu as combien de pompiers à ta charge, tu comprends? Dans notre caserne, on a à peu près 78, parce qu'en fait, ça fluctue parfois, on a 78 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. D'accord. 78. Donc tout ça, c'est toi qui les drives? Je suis pas seul, il y a mon adjoint également qui est avec moi pour m'épauler et on le fait à deux. En réalité, c'est un binôme de commandement qui est présent pour gérer tout ça. Et cette responsabilité-là, est-ce que ça te donne beaucoup de pression? Pour moi, c'est de la pression positive et je me sers énormément de mon expérience, toutes ces années où j'ai pu faire des projets au sein de l'association, tous les projets qu'on a menés, tout le travail qu'on a pu élaborer me sert aujourd'hui et pour moi c'est une force. En parlant de challenge et en parlant d'association, comment tu arrives à concilier les deux? Donc là, effectivement, maintenant que je suis chef de centre, ça me prend beaucoup de temps. Et il faut que je sois très disponible. Et j'arrive à concilier les deux parce que, heureusement, hein, dans l'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul. Et il y a Riyad, on n'en a pas parlé, mais il y a Riyad qui est là aujourd'hui, qui arrive à supporter énormément de charges. Et on a d'autres personnes également qui sont là pour le faire. Et moi, ça me soulage et ça me permet de me concentrer dans ma tâche professionnelle. Mais je reste quand même connecté à l'association. J'essaie d'être présent le plus possible et également de mener d'autres projets pour l'association. Comme l'un des derniers projets, en tout cas sur lequel on travaille actuellement et on s'investit énormément, c'est un projet sur l'excellence qu'on a débuté et qu'on fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères. En fait, avec Riyad et d'autres collègues, on a constaté que dans la plupart des projets qu'on fait, c'est des projets où on vient en aide à des élèves qui sont en difficulté. Très souvent. Et pourtant, dans les classes, au collège, au lycée, on a des élèves qui sont excellents, qui sont très très bons, et qui malheureusement sont dans des classes où le niveau, pour eux, il va leur mettre des bâtons dans les roues. Parce que les enseignants, ils vont se concentrer plus sur la plupart des élèves qui sont en difficulté plutôt que... Donc, quand ils vont arriver au lycée, à l'université, ils vont se retrouver en difficulté. Ils auront eu de très bonnes notes au collège, par exemple, mais par la suite, ça va se compliquer pour eux.
Et donc là, à partir de ce moment-là, l'an dernier, on s'est dit il faut qu'on puisse s'axer également sur ces sujets-là et qu'on puisse accompagner les élèves qui sont très bons, qui ont de très bonnes notes, qui sont excellents. C'est pour ça qu'on a créé ce projet-là qui s'appelle les ambassadeurs. Donc depuis un an, on suit des élèves très bons, notamment du collège Nelson Mandela, et là on va ouvrir un petit peu à d'autres collèges sur ces sujets-là, et on les accompagne pour que eux demain puissent devenir les décideurs. Et l'objectif, c'est que ensuite eux feront la même chose pour les plus jeunes. Donc on va les accompagner, c'est un projet qui s'étale sur la durée, ça va durer plusieurs années, et on va faire plein de choses avec eux. On a fait un bootcamp avec eux l'an dernier, et pour certains, leur stage de troisième, on a réussi à leur avoir de très bons stages. Il y en a qui ont fait un stage dans des grands, il y en a certains qui ont fait des stages dans des grands groupes, il y en a qui ont fait des stages dans des ministères, il y en a même 2 qui ont fait leur stage à l'ambassade de France au Koweït au mois de novembre. Donc on les a accompagnés au Koweït au mois de novembre, ils étaient avec l'ambassadrice de France, ils ont résidé à la résidence de France toute la semaine, et pour eux c'était un stage qui était exceptionnel. Et donc nous, c'est des choses qu'on met en place actuellement, qu'on va développer. Dès l'année prochaine, on va le faire pour plus d'élèves et dans plus d'ambassades dans le monde entier. On travaille avec d'autres ambassadeurs. Et on pense réellement que c'est ce genre de choses qui vont leur permettre d'atteindre un niveau supérieur. Par exemple, il y a une élève qui a fait partie de ce projet-là qui actuellement va certainement entrer à Henri IV. Et forcément, pour entrer dans ce genre de lycée-là, il faut d'abord avoir un bagage solide et également être engagé. Et elle est pleinement engagée du fait des activités qu'elle a aujourd'hui. Elle s'engage pleinement auprès de l'association Espoir Jeune. Elle a fait son stage au Koweït. Elle a eu des lettres de recommandation d'ambassadeurs ou de conseillers du président de la République. Et elle fait même partie du Conseil national de la refondation jeunesse qui a été lancé par la Première ministre. Et elle, donc, accompagne les actions gouvernementales qu'il va y avoir pour demain en direction de la jeunesse. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Et on est absolument persuadé que sur ces derniers mois-là, il y a eu un changement pour elle, et très certainement, elle va le retenir et ça va lui permettre de réussir. Félicitations à elle. Félicitations à elle. Félicitations à elle. Tu parlais de gouvernement, de ministère. On te voit souvent en ce moment dans si on peut appeler ça, dans leurs bureaux, dans les ministères, etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment Moussa Kébé, enfant de la ville, du quartier, entre guillemets, qui vient du quartier, arrive à être dans ces autres sphères-là? Comment ça se passe? Enfin, comment t'en es arrivé à là? Comment t'as fait? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient être à ta place. Pas forcément, hein, c'est pas... en fait, c'est des rencontres. Hein. C'est des rencontres, et également, tout à l'heure, on en a parlé, avec l'association Espoir Jeune, on a beaucoup de partenaires, on a fait plein d'actions, et donc ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes. On travaille beaucoup avec la préfecture qui nous finance, avec le conseil départemental qui nous finance également la plupart de nos projets. Et forcément, de fil en aiguille, ça nous amène à rencontrer des personnes. Et donc moi, effectivement, depuis plusieurs mois ou même années, je travaille avec certains ministères ou certains conseillers de l'Élysée sur ces problématiques-là, sur ces sujets de jeunesse, d'engagement, de quartiers populaires. Et la question, c'est comment faire pour que les jeunes des quartiers populaires puissent s'en sortir, puissent avoir un parcours qui soit honorable. Et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque dans les quartiers populaires, dans nos quartiers, pour enrayer certaines problématiques? Évidemment, le gouvernement essaie de faire des choses, mais les meilleurs porte-parole, ce sont nous. Je ne suis pas le seul à faire ça, hein, il y en a d'autres. Mais je pense qu'on est les meilleurs porte-parole parce que nous, on est dans le quartier tout le temps. Et on en connaît les problématiques. Et forcément, ça les intéresse de savoir ce qui nous manque et ce qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Donc, effectivement, lorsque je vais dans ces endroits-là, moi, mon objectif, c'est un objectif
c'est pour nous tous, en réalité. C'est pour porter la voix de nos quartiers et pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux et comment, entre guillemets, on peut s'y prendre ensemble pour que ça puisse réussir. Moussa, moi je te redis encore, je crois que je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, mes félicitations vraiment pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et moi ça me touche personnellement parce que je suis aussi de cette fibre-là qui aime bien transmettre aux jeunes. Donc c'est pour ça tout ce que tu fais, quand je vois vos vidéos avec des jeunes, en plus maintenant vous commencez à le faire avec les mamans, je trouve que c'est très 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 puissant comme message et je t'encourage à continuer comme ça. Et je te félicite et j'invite tout le monde à suivre vraiment ce que vous faites, à vous accompagner. Et si jamais à l'avenir, tu as besoin de quoi que ce soit, si on peut t'aider à notre échelle, hein, et n'hésite surtout pas. Et merci beaucoup. Franchement, merci à vous. Merci à toi, merci à ton équipe pour ce que vous faites, pour mettre en avant les images positives de nos quartiers, parce que c'est ce qui manque. Malheureusement, très souvent, on voit des choses négatives. Et c'est de ça qu'il faut parler. Des actions positives. Et il y a beaucoup de porte-voix dans la banlieue, donc il faut que vous continuez à les solliciter. Merci à vous. Merci à toi.